On a tous connu ces périodes où on a l'impression de pédaler un peu dans le vide. Comme si un frein à main invisible était tiré. Oui, une fatigue qui ne part pas, les mêmes problèmes qui reviennent sans cesse. C'est ça. Et la source qu'on explore aujourd'hui, un guide assez complet d'Antoine Lassafre, elle propose une grille de lecture, disons, originale sur ces phénomènes. Tout à fait. On va parler de thérapie énergétique, et plus précisément de concepts comme les implants et les entités. Alors, notre mission, c'est de plonger là-dedans, de décortiquer tout ça. Oui, et c'est une plongée qui demande, c'est vrai, de se familiariser avec un vocabulaire un peu particulier. L'auteur parle de structure énergétique parasite, de failles émotionnelles. Ou encore de souveraineté vibratoire. Exactement. Mais ce qui est vraiment le fil rouge de tout son texte, c'est que la démarche n'est jamais présentée comme un combat, tu vois. Pas une guerre contre des forces obscures. Ah, c'est un point important. C'est tout le contraire. Le but, c'est une réappropriation de son propre espace intérieur, de son pouvoir. C'est vraiment la clé pour comprendre toute sa perspective. D'accord, donc on n'est pas dans un film d'exorcisme, quoi. On est plus dans une démarche de souveraineté, comme tu dis. Bon, commençons par la base. Oui. Le texte parle d'un plan énergétique. On précise bien, ce n'est pas de la science-fiction, pas de puce électronique. De quoi on parle concrètement? Exactement. Aucune puce à l'horizon. L'auteur les décrit comme une structure énergétique étrangère ou, plus simplement, comme un programme limitant. Un programme limitant. Oui, l'idée, c'est que ce programme serait logé dans nos corps subtils, tu sais, ces couches d'énergie qui nous entourent. Pour que ce soit moins abstrait, il utilise une analogie que je trouve assez parlante, Ah ouais. celle du filtre vibratoire. Imagine un filtre posé sur l'objectif d'un appareil photo qui changerait toutes les couleurs. D'accord. Eh bien, cet implant agirait de la même façon sur notre perception de la réalité, en la distordant. Un filtre. Donc ça pourrait expliquer pourquoi parfois on a l'impression de voir le monde ou une situation d'une manière très, très négative, sans raison apparente. C'est tout à fait ça. Ça teinterait notre jugement, en fait. Selon la source, ça peut perturber la clarté mentale, créer des déséquilibres et même influencer notre libre arbitre en nous poussant vers des décisions qui ne sont pas vraiment les nôtres. Ah oui, quand même. Et il va plus loin. Il distingue deux origines possibles. D'un côté, les implants karmiques, liés à des mémoires de traumatismes de vies antérieures. D'accord. Et de l'autre, les implants acquis, qui sont beaucoup plus récents. Eux, ils se forment après des chocs émotionnels intenses vécus dans notre vie actuelle. Ok. Le concept de filtre est assez clair. Mais ensuite, la source introduit d'autres notions qui, là, peuvent faire un peu plus sourciller. Je vois où tu veux en venir. Les entités négatives et la 4e dimension. Ça sonne tout de suite beaucoup plus spectaculaire. Comment il aborde ça pour que ça ne devienne pas effrayant? Alors justement, il prend soin de démystifier. Pour lui, une entité, c'est simplement une conscience sans corps physique. Un être qui vibre sur une fréquence très basse et qui, n'ayant pas de source d'énergie propre, aurait besoin de se nourrir, entre guillemets, d'énergie dense. Et les énergies denses que nous, on produit, c'est... La peur, la colère, la tristesse profonde. Donc ce serait pas une attaque malveillante et personnelle, mais plutôt un phénomène, Opportuniste. un peu comme un moustique qui est attiré par une lumière allumée. C'est une excellente image. C'est exactement la perspective de l'auteur. D'accord. Et la fameuse 4e dimension. Alors là, il insiste beaucoup dessus. Ce n'est pas un lieu géographique, ce n'est pas un monde parallèle, il la décrit comme un plan vibratoire ou plan astral qui est juste superposé au nôtre, mais sur une fréquence différente, tu vois. Je vois. C'est dans ce plan que ce genre d'interaction serait possible. Il le présente vraiment comme un état de fait, pas comme un endroit dangereux. D'accord, je vois le tableau. Des programmes invisibles qui filtrent notre réalité, des consciences attirées par nos émotions denses, ça peut sembler abstrait, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, ça se traduit comment? Alors, l'auteur liste plusieurs manifestations qui peuvent aller du subtil au très envahissant. Le signe le plus courant, c'est une fatigue chronique, soudaine. Le genre de fatigue qui ne s'explique pas par un manque de sommeil. Voilà, une sorte de fuite d'énergie permanente. Au niveau mental, il parle de pensées négatives qui tournent en boucle, de schémas obsessionnels, et d'un truc très intéressant, le sentiment d'avoir des pensées qui ne nous appartiennent pas. Ok, mais là, ça m'interpelle. Comment on peut en être sûr? Beaucoup de gens ont des pensées intrusives à cause du stress, de l'anxiété. C'est une question cruciale. Est-ce que la source donne des clés pour faire la différence? Pour pas tout mettre sur le dos d'une entité? Oui, il aborde ça via le faisceau d'indices. Ce n'est jamais un seul symptôme.
Il ajoute à la liste les schémas d'échecs répétitifs. Ah oui, La personne qui perd systématiquement son argent, qui tombe toujours sur le même type de partenaire toxique. Il y a aussi les douleurs physiques sans cause médicale, des douleurs fantômes qui se déplacent. d'accord. Et enfin, ce sentiment très global d'être à côté de ses pompes, déconnecté de soi, de son intuition, c'est la convergence de plusieurs de ces signes qui doit alerter selon lui. C'est plus clair. C'est un faisceau de preuves en quelque sorte. Et pour aider, la source propose un tableau comparatif que j'ai trouvé assez bien fait. Oui, ce tableau est vraiment le cœur de la partie diagnostic, on va dire. Il synthétise tout en 3 grandes familles. Alors voyons ça. D'abord, les implants karmiques. L'origine, ce serait un trauma d'une vie passée. Et la manifestation typique, ce sont des schémas de vie qui se répètent, des blocages qui semblent n'avoir aucune logique dans la vie actuelle. Le genre de truc où on se dit c'est plus fort que moi, c'est comme une malédiction familiale. Voilà, c'est exactement ça. Deuxièmement, les implants émotionnels ou mentaux. Eux, ils viennent de notre vie présente. Un choc, un accident, une croyance qu'on nous a martelée. Ok. Et ils se traduiraient par de l'autosabotage, des phobies, de l'anxiété. Et enfin, la troisième catégorie, les entités parasites. Et elles, les symptômes sont plus intenses, j'imagine. Oui, beaucoup plus. Fatigue extrême, addiction soudaine, des sautes d'humeur très violentes, inexplicables. Mais est-ce que ces catégories sont si étanches que ça? J'imagine qu'un vieux trauma, un implant karmique, pourrait créer une faille qui, elle, attire une entité. Il en parle de ces effets dominos? Absolument. Il précise que c'est rarement une seule chose. Ces catégories sont surtout pédagogiques pour le thérapeute. Très souvent, un ancien va créer une vulnérabilité, une brèche. D'accord. Cette brèche génère une émotion de basse fréquence, de manière chronique, qui va elle-même agir comme un aimant pour une entité qui passait par là. C'est un système complexe. Bon, identifier tout ça, c'est une chose. Mais la question que tout le monde se pose, c'est comment on s'en débarrasse? Quelle est la méthode? Alors, le principe fondamental, et il le martèle tout au long du guide, c'est qu'il ne s'agit pas d'un combat. Le mot qu'il emploie sans cesse, c'est reprise de souveraineté. Pas un combat, donc. Non. L'objectif, ce n'est pas de détruire l'interférence, mais d'élever sa propre fréquence vibratoire. Il utilise une autre analogie pour ça. Un moustique ne peut pas vivre en haute altitude. C'est une bonne image. De la même manière, si on élève sa propre vibration, l'interférence ne peut plus s'y accrocher. Elle se détache d'elle-même, l'environnement n'est plus compatible. Donc en gros, c'est une question de fréquence. On change de station de radio pour ne plus capter le parasite. C'est simple et puissant comme idée. Et le rôle du praticien, là-dedans? Le praticien, il agit comme un canal, un catalyseur. Il ne se bat pas à la place de la personne. Grâce à des techniques spécifiques, souvent à distance d'ailleurs, il va aider à dissoudre la structure de l'implant ou à déloger l'entité en douceur. Et le processus, il se déroule comment? Il y a des étapes? Oui, il y en a 4 bien définies. La première, c'est le bilan énergétique, pour identifier précisément la nature des interférences. Ok. Le diagnostic. Voilà. Ensuite, le protocole de libération lui-même. Mais la troisième étape est peut-être la plus importante. La réparation de l'aura. La réparation de l'aura, ça sonne un peu comme colmater une brèche dans la coque d'un bateau. Qu'est-ce qui crée ces failles, d'ailleurs, selon la source? C'est exactement ça, colmater la brèche. Les causes sont multiples. Un choc émotionnel violent, une opération chirurgicale, une anesthésie, une période de consommation de drogue, tout ce qui affaiblit notre champ vital en fait. Voilà, donc cette étape est cruciale pour éviter les récidives. Et enfin, la 4e phase, c'est l'harmonisation. Un rééquilibrage complet du système énergétique, des chakras, pour que tout circule à nouveau de manière fluide. Ce qui me frappe, c'est un point que tu as mentionné qui revient dans cette idée de faille, c'est la notion de consentement inconscient. C'est le pivot de toute la démarche. Attends, ça, c'est un point absolument central. Ça veut dire que selon cette source, on n'est pas des victimes passives d'une attaque extérieure, on aurait en quelque sorte laissé la porte entrouverte. Totalement. C'est assez déstabilisant comme idée, non? Mais c'est aussi incroyablement responsabilisant. C'est exactement ça. L'auteur insiste, l'interférence n'a pu s'installer que parce qu'il y a eu une permission, même implicite, même inconsciente. Une résonance. C'est pour ça que la libération est une co-création entre le praticien et la personne. Le travail du praticien ne suffit pas. Non, il ne sert à rien si la personne de son côté ne pose pas un acte d'autorité intérieure pour dire « stop ». Cet espace est à moi maintenant. Il y a une phrase qui résume ça à la perfection. Vas-y.
Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'expulsion de l'entité, mais dans la décision consciente de ne plus lui offrir un terrain fertile pour exister. C'est puissant, ça change toute la perspective. On passe de chasser un intrus à rénover sa maison pour qu'elle ne soit plus attirante pour les squatteurs. C'est tout à fait ça. Alors justement, une fois ce grand nettoyage effectué, comment on entretient cette maison énergétique propre au quotidien? Le pilier de cet entretien, c'est ce que l'auteur appelle l'hygiène émotionnelle. C'est un travail de tous les jours pour maintenir son taux vibratoire le plus haut possible. Et pour ça, il donne des outils très concrets. Comme quoi, par exemple? D'abord, s'ancrer tous les matins. Prendre quelques minutes pour se connecter à la Terre. Ensuite, apprendre à évacuer les émotions lourdes rapidement, ne pas les laisser stagner. Un peu comme on aère une pièce pour chasser l'air vicié. C'est une très bonne image. Il parle aussi de poser des intentions claires de protection. Pas dans la peur, mais dans un acte de souveraineté. Simplement affirmer « mon espace est à moi ». D'accord? Selon lui, cette simple intention densifie notre champ aurique. Et enfin, la pratique qu'il juge la plus efficace, se reconnecter régulièrement à son soi supérieur. Il le décrit comme le bouclier naturel le plus puissant. C'est un véritable programme de vie. Et comme dans tout ce domaine, le choix de l'accompagnant est crucial. Le texte met en garde sur le choix du thérapeute. Oui, et c'est très important. Le guide est très pragmatique là-dessus. Il donne une sorte de checklist. Quels sont les feux verts alors? Le premier point, c'est la clarté et la transparence. Le praticien doit être capable d'expliquer ce qu'il fait avec des mots simples, sans jargon opaque. Logique. Ensuite, une approche responsabilisante. Il doit chercher à impliquer la personne, lui donner des outils. Il n'est pas un sauveur, mais un guide. Ce qui est un bon signe dans n'importe quelle approche thérapeutique d'ailleurs. Exactement. Un point capital ami, l'absence de discours alarmiste. Un praticien éthique ne va jamais jouer sur les peurs, ne va jamais dire « vous êtes envahi, c'est la catastrophe, il faut 10 séances d'urgence ». Ça, c'est un drapeau rouge immédiat. Voilà. Et enfin, une éthique irréprochable. Le respect du libre arbitre. L'auteur conclut en disant que le but est de rendre la personne autonome le plus vite possible, pas de créer une dépendance. En somme, si on synthétise notre exploration de ce texte, l'idée est de proposer une nouvelle grille de lecture pour des blocages chroniques. La fatigue, l'autosabotage. Oui, ne plus les voir comme une fatalité. Mais comme le symptôme de possibles interférences énergétiques. Et la solution proposée, ce n'est pas une guerre, mais une reconquête de soi, une reprise des rênes. C'est le message central. Absolument. Au-delà des concepts qui peuvent paraître un peu perchés de prime abord, l'invitation est simple, renforcer son propre champ énergétique. C'est ça. L'idée, c'est que si notre maison intérieure est solide, bien entretenue, bien éclairée, alors rien de ce qui n'est pas invité ne peut y trouver sa place. C'est une démarche de renforcement, pas de défense. Et ça nous laisse avec une question de réflexion, qu'on adhère ou non à ces concepts. Si on retient l'image la plus forte de ce texte, celle qui dit que nos failles émotionnelles, une peur, une blessure, un trauma non résolu, Agissent comme des portes d'entrée. exactement, des portes d'entrée pour des énergies qui ne nous sont pas bénéfiques, alors quelle serait la porte que l'on laisse peut-être ouverte en ce moment dans notre propre vie, sans même s'en rendre compte ?